donc là, ben, c'est pas grave, je suis un peu plus visible. Donc moi, je suis détective privé. Donc je vais d'abord commencer par présenter un petit peu le métier, parce que je pense que c'est pas très connu en France. Il faut dire qu'on n'est pas non plus super nombreux, on doit être 800, grosso modo, pas plus, à côté des 28 000 avocats, c'est pour faire à peu près la comparaison. Alors, on n'est plus des barbouzes, enfin moi je l'ai jamais été perso, puisqu'on est une profession qui est clairement contrôlée, très régulièrement contrôlée, très strictement, et à la base, on doit répondre à un certain cahier des charges avant de pouvoir exercer en tant que détective privé en France. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays, notamment au Luxembourg, où c'est libre. N'importe qui s'installe au Luxembourg en tant que détective privé, pas en France. On est principalement réglementé par le Code de la sécurité intérieure, CSI, qui donne une définition de notre métier, donc à celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a une profession, donc on est une profession libérale, au même titre que les avocats, etc. Profession libérale qui consiste pour une personne, donc le détective, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts. Bon, alors c'est bien, on sait ce qu'on peut faire, mais on ne sait pas forcément comment on peut le faire, c'est-à-dire les moyens d'enquête. Ça, on le verra dans un deuxième temps. Mais déjà, on a une reconnaissance légale. L 621.1, le L, c'est dans la partie législative du code. Donc là, on n'est pas sur un décret, on est bien sur une loi qui a été votée devant le Parlement. Dans la partie réglementaire, donc R, de 631.1 à 31 du CSI, le même code, on a tout ce qui est code de déontologie qui encadre les professions de sécurité privée en général, puisqu'on est fourré dans la branche non pas des professions juridiques, mais des professions de sécurité privée. Donc là, j'en ai présenté quelques-unes, il y en a beaucoup plus. J'ai pas mis notamment l'obligation de sobriété, c'est-à-dire jamais pendant le service, mais on y est soumis. Je respecte pas toujours. Sinon, principalement, les sanctions disciplinaires, ça on va le voir, c'est lié à notre contrôle, le respect des lois évidemment. Tout ce qui est lié à la confidentialité et au secret professionnel, ben là on est soumis à l'article 226-13 du code pénal, qui nous sanctionne très sévèrement si on balance des petites infos à gauche à droite. Sanction, c'est plus d'agrément, non plus de boulot. Donc on ne le fait pas. Plus des sanctions pénales, puisque dans mon souvenir, L226-13, ça doit être... je sais plus. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, un truc comme ça. Donc à éviter. C'est un délit, quoi. Respect des contrôles, on va le voir un peu plus tard. Obligation de conseil, ben ça c'est à l'égard de notre client. C'est-à-dire qu'on doit lui conseiller la démarche à suivre dans le cadre de sa mission. Alors moi à la base je me suis mal présenté, mais je suis détective privé et à la base je suis juriste. J'ai un master en droit, principalement pénal. Puis je me suis réorienté parce que j'étais juriste fiscaliste, je faisais de l'optimisation fiscale et sociale et c'était chiant. Donc voilà. Et maintenant c'est mieux. On va voir pourquoi l'aspect juriste me sert par rapport à l'obligation de formation qu'on a. Au sein de mon agence, donc l'agence JED que vous voyez en bas, je suis à Angoulême. Je travaille en permanence avec une psychologue cognitiviste et sociale, donc la même matière que M. Girondola, qui accessoirement est ma conjointe, donc ça aide. Sinon, les détectives et les psychologues se rencontrent pas. Au niveau de la déontologie, refus des prestations illégales, bon, ça, comme on est détective privé, vous doutez bien que les demandes illégales, il y en a un paquet. En général, les recherches de personnes un peu foireuses ou ce genre de trucs, voilà. Il faut vraiment éviter, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Quand je vous dis qu'on n'est pas des barbouzes, c'est qu'on ne peut vraiment pas l'être, quoi. Sinon, on tombe maintenant très très vite, à la fois devant les médias et aussi devant le CNAPS, on va voir qui c'est. Et précision des contrats, c'est-à-dire qu'on a une relation contractuelle avec nos clients qui est sous la forme d'un mandat, un petit peu comme un avocat. Donc on travaille vraiment pour son compte, on se subroge à lui durant le temps de l'enquête pour tout ce qui est recueil de preuves. Voilà. Pour devenir détective privé, il y a une obligation de formation professionnelle qui est assez légère entre guillemets, puisque c'est un bac plus 3, mais néanmoins ça existe. C'est une licence pro, quoi. Dans les faits, il n'y a que 4 écoles en France, bientôt que 3, parce que je crois qu'il y en a une qui capote un peu. La formation professionnelle est aux 3/4 juridique. Beaucoup de civil, beaucoup de pénal, beaucoup de procédures civiles et pénales, etc. Et puis le reste, ça va être plutôt gestion d'entreprise et puis des techniques d'enquête, quoi.
En plus donc de la formation professionnelle qu'on doit valider bien sûr, on a un agrément de l'État. Un agrément, une autorisation d'exercice et une carte professionnelle. Via le CNAPS, donc c'est le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, qui est revu tous les 5 ans via une formation continue. Si on ne suit pas la formation continue, notre agrément saute. Il vérifie évidemment qu'on a suivi une formation officielle qui est inscrite au RNCP, parce que des formations un peu freestyle exotiques, il y en a un paquet, mais il faut la bonne. Et surtout qui passe au crible nos antécédents judiciaires. Donc au-delà du casier, c'est vraiment une enquête de personnalité, un peu d'enquête de voisinage, et puis les fichiers de police. Donc la moindre petite garde à vue, etc., qui a pu traîner, même sans condamnation, ça peut être chiant pour avoir l'agrément. Conséquence de ce cadre, le CNAPS, en fait, le CNAPS donc, nous donne l'agrément, mais il nous contrôle. Donc c'est lui aussi qui nous le retire. Ça, c'est pas top au niveau constitutionnel, mais bon, en France, c'est souvent comme ça. C'est le même qui file et c'est le même qui enlève. Bon. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des contrôles réguliers, ils viennent chez nous, ils vérifient nos documents, il faut vraiment qu'on soit clean sur les contrats, sur les devis, sur les factures, sur nos moyens d'enquête, etc., etc. Et la moindre poursuite judiciaire, surtout pénale, remonte au CNAPS. Et ils peuvent nous suspendre l'agrément le temps de l'enquête, par exemple. Donc la présomption d'innocence, ils s'en foutent un peu. Et après, ils nous rendent l'agrément si, on a été acquitté. Les conséquences de ce cadre, si on le respecte bien, sont que nos rapports sont recevables devant la justice, à tous les niveaux, donc au niveau du proc pour la plainte, juge d'instruction et évidemment juge du siège. DCP, c'est détaillé, circonstancié et précis. C'est les conditions qui ont été posées par la Cour de cassation en 62 dans l'arrêt Torino, qui dit clairement que nos rapports sont recevables. Alors laissez à l'appréciation du juge, c'est pas non plus un rapport d'huissier, hein, c'est pas une preuve parfaite. Ça reste une forme de témoignage, mais puisque c'est un détective privé qui le produit. Donc on a une présomption de confiance, puisqu'on a passé donc tout ce que je vous ai dit avant, la formation, l'agrément et tout le bazar. Donc la Cour de cassation dit sur le principe c'est recevable, après le juge lui il regarde et il valide ou il valide pas. En général, si c'est détaillé, circonstancié et précis, en gros si on raconte pas n'importe quoi et qu'on ne donne pas notre avis mais qu'on se base sur des faits, le juge prend. Parce que les juges, sur beaucoup d'infractions, on le verra un peu plus précisément après, qui sont un peu psychologiques, type abus de faiblesse, harcèlement, etc., sont un peu emmerdés dans le recueil de preuves, et dans le nombre de preuves qu'ils vont avoir dans le dossier. Donc un rapport, ça aide. Et en général, les juges aiment bien, parce que ça va plus vite, et puis parce que c'est issu d'un professionnel de la preuve, on va dire. En gros, voilà, détectives privés, on est des professionnels de la preuve. La différence avec la police, on va le voir, c'est que nous, on ne travaille pas pour l'État, on n'est pas fonctionnaire, donc on travaille pour les gens. On travaille souvent en binôme avec l'avocat. L'avocat n'a pas le droit d'enquêter, c'est pas son boulot. Des fois, il le fait par incidence, mais il ne le fera pas aussi bien qu'un détective, parce que c'est pas son boulot, comme moi, je ne plaide pas, quoi. Donc en général, on est en binôme, et puis l'avocat va nous dire, moi j'ai besoin de tel truc, est-ce que tu peux aller me chercher tel truc? Puis moi je dis, non, ça c'est super tendu, c'est limite au niveau juridique, je peux pas, ou ça je peux le faire. C'est un peu à nous démerder. En général, c'est la jurisprudence qui le dit. Qui dit jurisprudence dit que des collègues ont été assignés. Bon, c'est cool, comme ça, après, nous, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est surtout la jurisprudence qui a construit nos moyens d'enquête et aussi une grosse base légale qu'on va voir, que je vais vous résumer. C'est-à-dire que notre recueil de preuves, la manière dont on va pouvoir récupérer de la preuve, ce qu'on appelle les admissibilités de mode de preuve, sont régis par 3 gros cadres principaux où les détectives privés interviennent. C'est civil, pénal, social, où on voit beaucoup d'affaires civiles en fait. Donc quand je dis civil, c'est les divorces, l'adultère, les trucs comme ça. Donc il y a 3 gros champs d'activité. C'est donc le civil, pour vous résumer un peu au niveau juridique vite fait. Civil, c'est le code civil et le code de procédure civile, c'est ce qui régit en fait les relations juridiques entre les gens, pas la société, qu'entre les gens globalement. Hein. Social, ça c'est tout ce qui est lien employeur-salarié. Donc là, au social, on va enquêter parfois sur des faits de concurrence déloyale ou d'abus d'arrêt de travail, ce genre de trucs. Bon, voilà, ça c'est pas ma cam comme on dit, c'est parce que je préfère, mais c'est des demandes qui arrivent. Et pénal, le pénal, comme vous le savez, c'est tout ce qui régit au niveau juridique les liens entre les justiciables et la société. La société qui dit il y a un certain nombre de trucs qu'il ne faut pas faire, qu'on appelle les infractions, de la contravention au crime en passant par les délits. C'est ce dont je vais vous parler.
puisque nous, ce qui nous intéresse le plus dans le sujet des dérives thérapeutiques, c'est l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, entre autres. Mais moi, c'est surtout mon champ d'action. Au civil, au pénal et au social, les preuves, elles sont régies de manière complètement différente dans chacun des codes de procédure. C'est pas les mêmes tribunaux et les juges ne reçoivent pas les mêmes preuves. C'est-à-dire qu'au civil, il y a des choses qui vont être refusées, au pénal, qui vont être acceptées. Je pense par exemple à un enregistrement consenti, parce que là, on parlera de l'enregistrement non consenti, mais consenti au civil, c'est quasiment jamais recevable, parce que voilà, c'est une base foireuse. Au pénal, c'est très souvent recevable. On va voir pourquoi. Au pénal, en fait, je reviendrai là-dessus, ce qui prévaut au pénal, c'est cet article-là, de Code de procédure pénale, c'est-à-dire l'article 427, qui nous dit que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. On n'a pas ça dans le Code civil. La preuve libre au Code civil, ça n'existe pas. Au pénal, le principe, il est inversé, il est libre. Après, on a des rattrapages jurisprudentiels qui nous disent, enfin, que c'est pas freestyle non plus. Mais on va voir à quel niveau. Moi, essentiellement, du coup, pour me garantir un champ de manœuvre le plus large possible, je pars systématiquement sur du pénal dans quasiment tous mes dossiers. Parce que dès que, en fait, si vous voulez mes moyens de preuve, je ne sais pas si je le mets avant, c'est ce que je vous mettais, c'est encadré par ma légitimité. La légitimité, ce que ça veut dire dans le cadre d'un détective privé, c'est très précis, c'est est-ce qu'on a le droit de faire la mission déjà, et quelle est notre base juridique pour la faire. Parce qu'on n'a pas le droit, donc on est d'accord, en prestation illégale on ne peut pas, surveiller pour surveiller, c'est pas autorisé, surveiller pour un but juridique, ça l'est. Ma légitimité en général, je la fais vite partir sur l'article que vous connaissez tous par cœur, a priori, le 223-15-2, la loi Boupicard, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance, faiblesse. Je voulais tartiner là, mais bon, voilà. Hein. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Donc c'est pas un petit délit, quoi. Donc c'est intéressant. Après, moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que l'avocat, lui, l'avocat, il va sans doute exploiter cette base-là. Est-ce que le procureur va suivre sur cette base-là? J'en sais rien. Mon principal objectif, on verra, c'est déjà que mon rapport soit recevable. S'il est recevable sur cette base-là, c'est bien. C'est l'objectif. Derrière, il y a d'autres intervenants, je ne maîtrise pas la chaîne judiciaire. Donc ça, c'est la grosse balle. Après, il peut y avoir des infractions de droit commun, des escroqueries, l'abus de confiance, du vol, des agressions sexuelles. Tout ça, évidemment, c'est dans le code pénal. Donc ça se surrajoute. Mais cette base-là, elle est pratique parce qu'on peut partir quand même sur pas mal d'enquêtes. C'est la manipulation, quoi. Ça, ok. Alors, en plus de cet article 427, qui est évidemment cité dans chacun de mes rapports, comme ça donne le ton, je cite aussi systématiquement ça. Le principe du droit à la preuve. Alors, là, je parle beaucoup de moi, etc., mais l'objectif, c'est surtout d'indiquer aux gens, justement, le champ de manœuvre judiciaire qu'ils peuvent avoir. Bon, après, je ne suis pas avocat, encore une fois, mais à ce niveau-là, ils ont déjà un champ intéressant. C'est-à-dire que les gens bénéficient de ce qu'on appelle le droit à la preuve, qui a été dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est supranational, c'est pas dégueulasse, et qui est déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui rassemble 48 pays quand même, je crois, déduit donc du droit au juge et au procès équitable. Alors qu'est-ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme? Cette tartine que je ne vais pas forcément vous lire parce que c'est pas forcément compréhensible comme ça au premier abord. Ce que nous dit la Cour européenne, c'est assez récent. Hein, alors la Cour européenne, elle assigne des États. Donc là, ça concernait la France. L'affaire, je ne me rappelle plus. On s'en fout un peu, c'est la conclusion qui est intéressante. La Cour européenne nous dit que, vous l'avez vu, il y a l'article 427 qui dit que la preuve est libre, mais il y a un certain nombre de jurisprudences qui sont venues derrière pour dire oui, mais les preuves illégales, c'est quand même pas bien. La preuve illégale, par essence, c'est l'enregistrement, à l'insu des gens. Moi, comme je vous le dirais, je fais beaucoup de caméras cachées. Donc ça, c'est pas bien. C'est une infraction. C'est un an de prison et 45 000 € d'amende. C'est l'article 226.1 du Code pénal. C'est un délit aussi. C'est un petit délit, mais c'en est un. Donc, normalement, ça ne devrait pas être recevable, parce que les juges, ils n'aiment pas les preuves illégales. Même si on a le principe de la manifestation de la vérité qui prévaut au pénal, quand même, le juge, il n'aime pas trop. Donc, la Cour européenne a été obligée de rappeler que une preuve, manifestement irrecevable parce que illégale, elle allait quand même peut-être pouvoir être reçue
si les intérêts en jeu étaient supérieurs à l'infraction que je commets. En l'espèce, si moi je commets une infraction, ou quelqu'un dans la vie courante, en enregistrant, à l'insu, je commets une petite infraction, mais si j'ai pas d'autres moyens de le prouver qu'en commettant cette petite infraction, d'autres moyens de prouver que je subis un délit supérieur, donc l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, rappelez-vous, c'est 3 ans et 375 000. L'enregistrement à côté, c'est que dalle, quoi. Eh bien, le juge considérera que c'est recevable. Alors après, ça ne nous protège pas de tout recours en face. Hein. Le retour de bâton, il peut arriver, mais déjà, si on a notre légitimité, c'est bien. Et puis juste une petite parenthèse que j'ai pas mis dans mon la partie, parce qu'on est présumé innocent, hein. C'est pas comme aux États-Unis quand même. On est présumé innocent, donc il faut que le procureur en face prouve qu'il y avait une intention de nuire. S'il n'y a pas d'intention de nuire, il n'y a pas d'infraction, en général. Il y a quelques infractions comme ça, par négligence, par erreur, mais en général, il faut prouver l'élément moral. Moi, je me garantis déjà qu'il n'y a pas d'élément moral, c'est-à-dire qu'en enregistrant quelqu'un, je ne veux pas le faire chier, entre guillemets. Hein. C'est juste que je veux ramener de la preuve. Donc du coup, déjà, on prend du recul. Donc par rapport au juge, ça sera accepté beaucoup plus facilement. Sachant qu'en plus, on a cette jurisprudence de la Cour européenne qui nous dit bien que les gens, c'est pour ça qu'on appelle ça le droit à la preuve, il ne faut pas que les auteurs présumés se cachent derrière leur vie privée pour dire « Ah ben non, ça, tu ne peux pas l'utiliser en termes de preuve, tu m'as enregistré, tu n'as pas le droit. » Et si vous réfléchissez à peu près à tous les cas de dérive thérapeutique, qui est le sujet qui nous concerne, et bien pour ramener de la preuve, sans enregistrer, c'est quand même chaud. Hein. Donc, poursuivons. Bon, ça a été repris dans notre jurisprudence interne par la Cour de cassation. Il faut savoir que dans l'ordre, la Cour de cassation, c'est la haute juridiction. C'est celle qui dit en gros si les autres juges ont bien bossé, juges du fond et cour d'appel. Quand la Cour de cassation dit quelque chose, ça fait jurisprudence. C'est-à-dire que les juges créent un petit peu la loi. Normalement, il ne faut pas dire ça, mais c'est un peu le cas. Ils l'interprètent en tout cas. La jurisprudence, du coup, ça a une valeur très importante. Parce que la plupart des juges vont suivre ce que dit la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, elle a répété simplement ce qu'a dit la Cour européenne, donc le droit à la preuve. En gros, des preuves logiquement illégales peuvent être recevables. Je suis à peu près clair ? Oui. Merci. Le rôle là-dedans, parce qu'à la limite, sans détective privé, c'est valable, hein, ça c'est pas une jurisprudence pour les détectives privés ce truc-là. Hein. La CEDH, ça ne concernait pas un détective privé, c'était quelqu'un dans le cadre d'un divorce, je crois, qui a enregistré son conjoint. Bon bref, c'était pas un cadre d'enquête privé. Mais étant donné que, en tant que professionnel de la preuve, on va aller chercher de la preuve de manière des fois un peu tendue, forcément ça nous concerne. Le rôle du coup, en tant qu'association ou autre, vous êtes confronté à ça, vous voyez bien que les gens vous disent il se passe tel truc ou tel truc dans ma famille, par rapport à ma conjointe, elle a fait une durite, elle s'est séparée avec mon gamin, ou bien les enfants, je sais pas, ils sont dans un groupe, c'est bizarre, etc., etc. Avec des témoignages très conséquents. Le problème, c'est que tout ça reste du témoignage, et que le témoignage en justice, ça n'a pas de grosse valeur, voire aucune. D'ailleurs, les psychologues sociaux ont aidé à ce que ça n'ait pas beaucoup de valeur. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que le témoignage, c'est complètement dévoyé. C'est sujet à l'affect et à des réinterprétations, voire des faux souvenirs qui vont se graver dessus. Bon, voilà. Donc pour arriver à porter plainte sur cette base-là, c'est super compliqué, voire impossible. Pas tout le temps, parce que les gens peuvent avoir quand même des éléments de preuve qui sont issus directement du terrain, parce qu'ils ont pu récupérer de l'info par un adepte qui a retourné sa veste, qui leur a filé des trucs et tout ça, mais c'est quand même assez rare. En général, ils sont démunis. Au-delà du fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils vont être démunis judiciairement. Donc ce qui est intéressant avec le détective privé, on verra un petit peu comment je peux les aider, mais c'est de leur ramener des éléments de preuve. En face de ça, clairement on sent qu'il y a quand même un manque d'effectifs en face des pouvoirs publics pour aller chercher ce type de preuves-là, un manque de moyens, un manque de formation, même si, bon, M. Trichet qui est ici présent, il a formé beaucoup de monde, il n'a pas quand même encore formé tous les policiers et les gendarmes du terrain. Moi j'entends souvent des retours d'incompréhension. Hein. Quand les gens vont porter plainte, en général, on leur dit il fait ce qu'il veut, ou elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie d'aller à la Nouvelle Acropole, elle y va, elle fait de la philo, c'est cool, etc. etc. Donc, mais c'est normal, hein. Après c'est
C'est une politique pénale qui est impulsée par le procureur de la République et qui demande clairement à ses OPJ de filtrer un petit peu le nombre de plaintes pour pas qu'ils soient surchargés. Alors normalement, article 15.3 du Code de procédure pénale, les policiers, face à une infraction déclarée, sont obligés de recevoir la plainte. Où que vous alliez géographiquement, on s'en fout. Mais dans les faits, ils ont quand même des consignes de filtrer. Et des fois, le filtrage est un peu décevant pour les gens, qui s'attendent à une écoute plus compréhensible du phénomène. Surtout qu'ils ont les deux pieds dedans. Donc, c'est pas de remplacer encore une fois la police, parce qu'on n'est pas policier, mais c'est déjà de remplacer ce trait d'union d'enquête. Dans un cadre privé, certes, mais au moins il y a une enquête. Si on n'arrive pas à porter plainte, vous doutez bien qu'il n'y a pas d'enquête, hein, parce que l'enquête préliminaire n'est ouverte qu'une fois le dépôt de plainte déposé et les poursuites engagées par le procureur de la République, qui a l'opportunité des poursuites, qui peut donc classer sans suite dès le départ si ça ne l'intéresse pas, enfin s'il considère qu'il ne va pas avoir grand-chose. Donc déjà les gens, ils ont une enquête, c'est déjà cool. Au niveau de l'accompagnement, ça aide. Ensuite, si une enquête officielle est ouverte, une enquête pénale, on verra que parfois ça m'arrive d'enquêter en parallèle. Bon. Eh bien, le souci, ça je ne le dis pas de moi, hein, j'échange avec des collègues entre guillemets policiers, et même dans les renseignements territoriaux, a priori c'est le cas, il n'y a pas d'infiltration. C'est-à-dire que l'infiltration en France, alors, nous les détectives privés, on n'a pas de prérogative de puissance publique. On ne fait pas de perquise, on n'écoute pas les téléphones, etc. Ça c'est clair. On n'a pas toutes ces prérogatives de puissance publique parce qu'on ne représente pas l'État. Mais inversement, on n'a pas de carcan. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par 15 000 autorisations du juge des libertés de la détention, du proc, etc. pour ne serait-ce que s'infiltrer. En France, l'autorisation qu'ont la police de s'infiltrer, qui est quand même potentiellement attentatoire aux libertés de culte, de rassemblement, etc., hein, issue du début du XXe siècle, eh bien, doivent être strictement encadrées. Donc, qui dit strictement encadré dit super rare, voire impossible dans des petites dérives communes. L'infiltration, comme on peut le voir menée par les policiers, ben, c'est les stupes et la criminalité organisée, quoi. Mais là, voilà, parce que clairement, on est sur du gros et qu'il y a des grosses autorisations derrière et qui sont très strictement cadrées. Nous, les détectives privés, ben, nous, on peut se faire passer pour un Pékin lambda et puis s'infiltrer n'importe où. Alors, vous allez me dire, ben, n'importe qui peut se faire passer pour un Pékin lambda et s'infiltrer. Bon, déjà, quand on est de la même famille, c'est un peu gênant, parce qu'on se connaît en général. Ça, puis il y a de l'affect. L'affect, c'est pas bon pour recueillir de la preuve. Nous, en tant que détective privé, on a du recul, on est une tierce personne. On n'a pas de préjugés. On y va et on va voir ce qui se passe. On rapporte de l'info. Et je dirais surtout, c'est ce que je vous disais au début, eh ben, on a une reconnaissance officielle. C'est-à-dire qu'on rend un rapport, encore une fois, qui est recevable devant la justice. Le citoyen moyen, il ne peut pas rendre le rapport. Il va faire une attestation de 202, un témoignage, quoi, puis qui a une valeur de témoignage. Donc, léger, voire neutre. Donc l'objectif, c'est déjà aux requérants d'accéder à un début de justice, c'est-à-dire une enquête. Déjà, ils estiment comment leur dossier est pris en compte. Je ne dis pas que c'est jamais pris en compte par la justice, mais il y a quand même un creux à un moment donné où c'est quand même compliqué. Et surtout de commencer à rassembler des éléments de preuve dans un truc, encore une fois, qui est recevable, le rapport du détective, et du coup, de pouvoir porter plainte. Alors, ils ne portent pas plainte eux-mêmes, en général, c'est moi qui rédige le courrier de plainte, et quand on porte plainte, on ne s'embête pas avec la case commissariat ou brigade de gendarmerie, on écrit directement au procureur de la République. C'est l'intervenant préliminaire, on n'a pas le choix. Le dépôt de plainte initial, c'est toujours devant le proc, sachant que si le proc classe sans suite, on peut ensuite aller devant le juge d'instruction, avec constitution de partie civile. C'est quand même pas mal de les accompagner un petit peu, et quand je les accompagne, c'est pas juste par des mots. C'est la lettre au procureur de la République, donc bien blindée, courte, et surtout le rapport d'enquête qui va dans l'enveloppe et directement sur le bureau en recommandé avec accusé de réception. Sachant que le procureur a 3 mois pour répondre. S'il ne répond pas, c'est classement sans suite tacite, juge d'instruction. C'est pas très compliqué en fait. Voilà, mais bon, après ça marche pas toujours, hein. Mais le procureur de la République, quand il reçoit un rapport d'enquête, parce qu'en fait, si vous voulez, en France, le procureur de la République, c'est un peu l'avocat de la société, quoi. Pour faire court, il a l'opportunité des poursuites, il va ouvrir une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est celle qui précède celle du juge d'instruction, qui est un autre intervenant. D'abord, il y a l'enquête préliminaire, tout le temps. Donc une enquête un peu courte, mais déjà c'est juste pour, c'est pas à charge et à décharge, c'est juste pour voir si déjà il y a de l'infraction.
s'il y a du grain à moudre, s'il y a des trucs à récupérer. Donc le proc, si lui, avec un rapport d'enquête, il se dit « Putain, c'est bon, ça, il y a peut-être des trucs à aller choper ». Parce que lui, après, il va aller plus loin dans les prérogatives qu'il va mettre en place. Il va faire des perquis, il va faire des trucs comme ça, récupérer 10 fois plus de témoignages que moi. Bien souvent, c'est suivi des faits. Alors voilà, j'ai pas une expérience incommensurable, mais la plupart des rapports d'enquête qui finissent sur les bureaux des procs, en général, il y a une enquête préliminaire derrière. Je dis pas derrière qu'il y a forcément des poursuites, enfin une procédure, pardon. Mais au moins, déjà, les gens se sentent reconnus un peu comme victimes ou familles de victimes, parce qu'ils sont entendus par la brigade de gendarmerie locale ou par les flics. Il y a un rapport déjà avec la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cassure dès le début avec une incompréhension de départ. Et puis en plus, c'est leur permettre aussi, c'est leur dire, ben oui, c'est normal que tous les policiers de France ne connaissent pas ce phénomène. Les gens ne connaissent pas globalement, donc pourquoi les policiers connaîtraient plus que les autres? Ils ont déjà tellement de trucs à faire avec l'infraction de droit commun. Ces machins qui sont super spécifiques, avec le magnétiseur, avec l'access bar, ces compagnies, les humanoïdes qui font des trucs, ils peuvent pas s'intéresser à tout ça, les policiers, c'est pas possible. Et puis il faudrait qu'ils se mettent à jour sans arrêt, c'est ingérable. Donc encore une fois, c'est pas pour dénigrer la police, pas du tout. C'est juste pour dire que ils peuvent pas accompagner individuellement chaque personne parce que c'est pas leur boulot. Ils représentent la société, c'est pas les avocats de chaque personne. Ça c'est plus mon rôle, puisque je travaille pour quelqu'un en particulier, un peu comme un avocat encore une fois. Alors j'ai essayé de vous montrer des extraits si ça marche, je sais pas s'il y a du son. Juste pour le truc, alors le premier c'est une montre caméra, un peu pourrie mais ça peut être utile dans certaines situations d'avoir qu'une montre en fait qui filme. Les deux suivants c'est une sacoche, donc un sac en bandoulière avec une caméra intégrée dedans, avec un double fond, donc j'ai déjà été fouillé et on ne trouve pas. Et le dernier c'est... non, j'allais dire un truc mais non. Et le dernier c'est un dictaphone, pardon, tout simple, donc fourré dans la poche. C'est-à-dire que l'avantage... Alors j'ai toujours plusieurs supports, là je vous montre qu'un des supports, mais il y a toujours 2 ou 3 supports qui tournent, parce qu'il y a toujours un truc qui foire à un moment ou à un autre. Et le dictaphone permet de ramener du son plus clair. Mais parfois on a besoin d'images aussi. C'est rare, en général je me contente d'un enregistrement, parce que les propos sont des fois tellement délirants que c'est bon, on a déjà une bonne habitude de faiblesse. Mais parfois les gestes ou la déco a de l'importance dans l'influence. Genre les diplômes tout pourris accrochés au mur ou les trucs comme ça, de l'Institut européen d'hypnothérapie supérieure et modifiée. Voilà. Bon, ça on sait que tous ces trucs-là ont de l'importance, ou alors la blouse. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la soumission à l'autorité 1000 grammes, les gens ils ont des blouses. Bon la blouse déjà ça cartonne bien. J'ai une expérience moi par exemple, mais j'étais même pas encore détective, mais je pense que c'est ça qui a dû me pousser un peu à ça. Je voulais faire de l'ostéopathie, déjà c'est pas bien, mais bon je savais pas. Et donc du coup je vais voir un médecin. Je me dis ostéopathie, médecin, bon, ça va être cool, ça va être quand même un peu cadré. Et la dame me dit au téléphone, ouais par contre c'est de l'ostéopathie énergétique. Bon, a priori ça doit être à peu près pareil. Et puis non, c'est pas pareil. Et en fait, j'ai vu après que cette médecin n'exerçait plus en tant que médecin. Paradis, hein, elle est toujours sur le site Amélie, c'est ça qui est un peu chelou d'ailleurs, parce qu'elle est toujours référencée en tant que médecin. Mais par contre, elle est non conventionnée ou je sais pas quoi. Enfin, elle ne fait plus de médecine généraliste. Elle ne fait plus que de l'ostéopathie énergétique, acupuncture et un autre truc, mais je sais plus. Et c'était bizarre, parce que du coup, elle était en blouse, blanche, et puis j'ai fini quand même en caleçon sur le machin, normal. Et puis, ostéopathie énergétique, elle m'a pas touché. Elle m'a expliqué et elle a travaillé sur des méridiens, je sais pas trop. Bon, je vous montre donc du coup la montre, sacoche, encore une fois, voilà, faut penser, là la qualité est un peu médiocre, mais il faut toujours s'imaginer que j'ai plusieurs supports, que j'ai quand même une bonne mémoire, et que c'est surtout des aides-mémoires, et évidemment, l'intérêt de filmer. Hein. Encore une fois, c'est pas pour dire, voilà, je fais le malin, je fais journaliste d'investigation, je m'infiltre et je filme. C'est surtout pour dire s'il y a une contestation en face, eh ben j'ai la preuve sous le coude. Ouais, ça j'ai oublié de le préciser, ces machins-là, ça finit jamais sur la table du juge. Jamais, jamais, jamais. C'est sous le coude. Ce qui finit sur la table du juge, c'est uniquement mon rapport d'enquête, où là par contre je balance tout, en détail, etc. Diffamation, c'est pareil. Hein. Par exemple, il faut savoir que diffamation en France, les procs ils s'en occupent plus. Ça part en citation directe. Et la prescrit, c'est 3 mois. Donc il faut être un peu speed. Diffamation, bah, si on n'enregistre pas, c'est un peu chaud quand même, hein, sauf si c'est écrit, mais le Gus il est pas malin s'il écrit quoi. Donc en général il n'écrit pas. Donc là c'est intéressant d'être en caméra cachée, et puis aussi d'avoir du coup un visuel.
L'intérêt, donc, c'est mon rapport, je rends compte, j'ai souvent des contestations, de gens qui disent bah, ce détective il raconte n'importe quoi, ok, pas de problème. Dans un deuxième temps, on va chez un huissier de justice et je fais authentifier mon matériel et ce que j'ai filmé, si ça correspond au rapport, etc. Une fois que c'est authentifié par un rapport d'huissier, bon ben là on est peinard. Je le fais pas forcément dans un premier temps parce que c'est long, puis ça rajoute des frais. Mais l'huissier de justice, au moins, il calibre le truc, termine, il n'y a plus de contestation. Et en plus, c'est marrant, on laisse contester les gens, puis après on leur dit « T'as encore menti !» Tu dis encore que j'ai pas dit vrai. Enfin voilà, du coup ça peut être une stratégie judiciaire pour encore plus plomber l'auteur présumé. En fait, dans la situation, je suis sur une table là, avec des cailloux sous des cailloux, je sais plus, sous la nuque et tout. Et là, il y a un gros temps mort. Et j'ai souvent des temps morts comme ça. La dame est psycho-énergéticienne. Moi, je suis hyper. Si vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, elle me dit alors vous avez une faiblesse, machin, bon voilà, basique. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'elle me dit alors je sais pas si c'est vous, mais parce que je peux lire dans plusieurs générations. Donc là, elle est partie chez les ancêtres en fait. Après, je ne vous mets pas le truc parce que ça dure 3 heures, hein, c'est super long. Mais après, elle me développe plein de trucs avec un grand-père qui n'a pas existé puisque je suis sous couverture. Donc forcément, j'ai inventé la moitié de, enfin 100% de ma vie. Mais voilà. Ça vous parle, ça? Oui, déjà, je suis pas très long. Vous jouez avec ses qualités? À l'école, ce genre de choses. Parce que je sens on commence à travailler sur le perso. Il y a un grand manque de confiance en vous-même. Et oui, en fait, à la fin, je pose une question de contrôle. J'ai souvent l'habitude de poser des questions de contrôle parce qu'elle dit là, c'est mon corps qui parle. En fait, si je le ressens pas, c'est pas grave. C'est que mon corps dit que j'ai pas confiance en moi. C'est elle qui le dit. Donc même moi, si des fois je conteste en disant non, si ça va, c'est cool. C'est pour ça, comme ça, je teste un peu, voir jusqu'où ils vont dans l'influence, quoi. Jusqu'à quel moment ils vont vraiment essayer de me fourguer leur psycho de comptoir. La psycho-énergéticienne, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, je venais parce que j'essayais la guitare en fait, donc j'avais une forme de tendinite. Enfin maintenant je fais de la guitare d'ailleurs. Mais donc c'est passé tout ça. Sauf que j'étais chez elle, je suis ressorti, j'avais le foie tout pourri, je buvais trop d'alcool, je mangeais trop de chocolat. Bon, l'alcool c'est vrai. Et elle m'a fait une liste de produits, j'en avais pour 500 € sur une ordonnance qui, enfin, c'était pas une ordonnance, mais voilà, je le dis, c'est réflexe quoi. Ça ressemblait à une ordonnance, et en fait, en haut, il y avait un laboratoire de vente de pierres, d'huiles essentielles, machin. Alors, je sais pas si elle avait des piles là-dedans, moi j'ai pas enquêté après, mais j'en avais pour 500 €. Et il fallait que je revienne une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, je sais plus, faire une consulte. Bon, évidemment, j'y suis pas retourné, mais quelqu'un qui rentre dans le truc dès le départ, elle m'avait servi quand même pas mal de techniques d'influence, sans doute sans le vouloir. Bon, après ça, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, dès le départ, ça commençait vite à être cher. Et j'en ai eu pour 60 €, mais ce qui est une moyenne. Hein. Elle, 55 € en liquide. Et elle prenait que le liquide. Alors ça, c'est avec ma sacoche là. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu. Bon, j'ai passé celui-là, on m'entend pas bien. Tout ce que là, c'était une séance d'hypnose. Elle m'a dit qu'elle va faire une séance d'hypnose intégrative, donc elle va me rentrer plein de trucs dans la tête. En gros, c'est ce qu'elle dit là. Tout ce qu'on s'est dit avant, parce qu'on a parlé pendant 2 heures, elle va me l'intégrer, donc hypnose intégrative, hypnose flash aussi, ils appellent ça. Et voilà. Donc après, bon, c'est juste pour vous montrer un peu le cadre. Là, évidemment, j'ai en plus ma montre et un truc dans la poche qui enregistre. Lui, je vous le montre pas parce qu'elle chante, c'est juste horrible. On va juste vite fait pour le fun. Voilà, c'était voilà, juste pour le côté très rigolo. Mais ça a duré putain 3 heures, c'était hyper long. Et la dame était aveugle. Bon, ça, aveugle, c'était cool. Mais j'ai quand même checké si elle était vraiment aveugle, parce que c'est un coup à se faire gauler quand même.
Elle m'a fait un massage pendant 1 heure, bah, c'était bien, mais je me suis endormi et tout, enfin mortel. Et ça, c'est encore elle, donc en enregistrement, mais ce qu'elle dit est intéressant. On demande qu'elle est dans peu de temps avoir une jolie accès. Madame, c'est pas une carrière de fiche. L'âme de votre grand-père est passé. D'accord, celle de ce côté-là, Prendre sa place dans l'univers. ok. Vous allez rencontrer ces familles-là. D'accord. Comme d'autres familles, je dirais que je traînais, c'est pareil, vous avez pu en Ça y est, j'en ai intégrer. Ok. Notamment peut-être. On n'en parle pas aujourd'hui, tout simplement parce que ça sert à rien. Ouais. Hein. Trop d'informations, ça ne vous arrangera pas. Ce que vous voulez faire, c'est bien passé. Alors, je ne veux pas dire que tout est résolu, ça y est, en palais, non, il y a tout à la main. D'accord? D'accord. Bah, j'ai dit 60. 60. C'est pas fini. 60 € en liquide, là. Alors, normalement, les femmes, je les fais payer, je les ai. C'est quoi? Les femmes qui restaient, je les fais payer. Ah oui. Je vous remets juste un point là. Même moi, je pars sur une petite note d'humour parce que ça me fait marrer. Normalement, les femmes, je les fais payer. C'est quoi? Les femmes qui restaient, je les fais payer. Ah oui. On dit que c'est 100 € normalement les âmes. Et elle m'offre les 100 €, elle a fait passer l'âme de mon grand-père. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres qui s'accrochent. Vraiment, j'ai aussi quelque chose qui est en réactivité avec le travail qui est fait. Bien sûr. Parce que je pourrais vous demander 30 000 €. Ouais. C'est sûr. Pas moi. Si je voulais habiter dans un château et avoir un forteresse, ça fait 50 ans que je suis. 35 ans. Voilà. Donc la dame a dit qu'elle aurait pu me demander 3 000 €, mais elle est gentille, elle n'a pas fait. Mais déjà, elle m'a offert une âme à 100 €. Alors, du coup, je vais finir vite fait. Oui, il faut finir. Alors, je termine juste mon dernier propos. Alors, bon, l'intérêt du binôme détective privé psycho, ça vous l'avez vu, mais ça c'est plutôt mon truc à moi. Mais quand je dis que c'est mon truc à moi, c'est parce que là, vraiment, dans l'agence, ça a vraiment un gros intérêt. C'est-à-dire que déjà, moi, ça me protège. Hein, bon, vous l'avez vu, je suis plutôt quand même assez détendu. Mais pas toujours. Donc ça me protège quand même de tout ce qui peut être influence et manipulation, parce qu'encore une fois, psycho-cognitiviste et social, c'est pour moi la grosse base. En tout cas, quand on y va peinard comme moi. Et c'est surtout, bon, elle va accompagner les gens, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, elle rend une analyse dans mes rapports, et du coup, mes rapports gagnent en force. Parce que je ne veux pas faire de la psycho alors que je ne suis pas psychologue. Déjà, je n'ai pas l'autorisation, et puis parce qu'un juge ne me prendrait pas au sérieux. Eh bien, quand il y a une note d'une psychologue à l'intérieur d'un rapport d'enquête sur des faits d'abus de faiblesse par suggestion psychologique, c'est mieux. Donc là, ça matche bien. Bon, voilà. Ça, c'est notre méthodologie, on s'en fout. Juste pour aborder un tout des derniers trucs, une petite réflexion, parce qu'un colloque, ça sert quand même d'abord à ça. Il me semble que l'objectif, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais général, c'est quand même le constat qu'il y a un vide juridique autour des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Hein. Bien dénoncé par le Sénat il y a quelques années, un gros vide juridique, c'est d'ailleurs freestyle, tout le monde s'inscrit dans n'importe quelle formation de psycho, machin, on s'en fout, on met n'importe quoi derrière. Hein. Psycho au plus haut de la table, et puis voilà. Et donc, c'est quand même problématique, parce que pour les gens, quand ça commence par psy, tout est pareil. Alors encore une fois, en France, il n'y a que les psychologues qui peuvent faire de la psychologie, et la psychiatre de la psychiatrie. On ne va pas parler de la psychanalyse parce que ça va nous fâcher. Enfin, moi j'aime pas. Bref, l'objectif c'est quand même donc, vu qu'il y a ce vide juridique, il faut informer le public sur ces pratiques non conventionnelles, et idéalement, ce serait bien de combler le vide. Bon, le problème c'est que en face, il y a une grosse liberté constitutionnelle qui s'appelle la liberté d'entreprendre. Donc pour limiter une liberté d'entreprendre, dire en gros à un hypnothérapeute t'as pas le droit, alors qu'il n'y a pas de loi pour ça, eh ben il faut poser d'autres libertés constitutionnelles.
Donc en l'occurrence, là c'est le juriste qui parle, mais dignité de la personne humaine, donc ça c'est rattaché à l'abus de faiblesse, et puis basiquement les troubles à l'ordre public, puisque ces gens-là commettent des infractions. Ça, il faut prouver que le vide juridique il est préjudiciable. On le sait tous nous, que potentiellement ça peut générer des faux souvenirs, etc. etc. Et encore les faux souvenirs c'est pas super connu. Hein. Bon, on le sait, on le sent, mais les députés ils s'en foutent qu'on le sente, parce qu'en plus il y a plein de députés qui aiment bien le magnétisme et tout ça. Donc, en gros, pour le prouver, eh ben, j'en reviens un peu au détective privé, il faut des trucs un peu comme je vous ai montré, de la caméra cachée, des rapports, des trucs qui finissent en justice, ne serait-ce que déjà chez le procureur, ça laisse des traces, il y a de la statistique. Tant qu'il n'y a pas de faits, tant qu'il n'y a que des témoignages, des signalements, des conjectures, l'anthroposophie c'est pas bien pour telle ou telle raison, et on reste sur une thématique de croyance. Les croyances, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, on ne peut pas juger. Et donc on ne peut pas se permettre d'imposer des lois et de structurer les pratiques non conventionnelles à la visée thérapeutique juste sur des conjectures ou bien sur du signalement. Ça reste que des témoignages et ça reste que des avis. Donc selon moi, encore une fois, c'est le juriste qui parle, et le détective privé, dans le sens où je ramène de la preuve, eh ben, il faut ramener des faits. Et donc pour ça, il faut du terrain. Alors on fait tous plus ou moins du terrain, mais moi je parle de terrain en termes de preuves, les mains un peu dans le cambouis. Ce qui n'est pas toujours désagréable. Et donc, je finirai un peu par ça. C'est pas pour prêcher encore une fois pour ma paroisse, parce que c'est pas forcément... déjà, parce que de toute façon, les gens ils me trouvent, hein, donc voilà. Mais basiquement, ce qui serait intéressant, c'est de, je pense, un peu peut-être repenser la notion de réseau, surtout à l'heure où la MIVUL, là, ça chauffe un peu, et puis de voir comment aborder un peu la lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires, au-delà de l'aspect uniquement associatif et MIVILUD. Et donc peut-être, je ne sais pas si c'est possible institutionnellement, moi ce blocage institutionnel me gonfle toujours royalement, parce que les avocats, blocage institutionnel pour bosser avec les associations, ça ne pose pas de difficulté. Avec les détectives, c'est un peu plus sulfureux, alors qu'on est basiquement qu'une profession libérale, je vous l'ai montré, 10 fois plus contrôlée que les avocats. Donc le blocage institutionnel, pour moi, il n'existe pas tellement, sauf avec les services de l'État, mais avec les associations, non. Voilà. Merci.